On pourrait presque dire que le fait de façonner son être, cet art de l'existence, ne peut trouver son sens véritable que dans le façonnement du corps social, cet art du vivre ensemble. Il reste que ce positionnement ressort assez peu, finalement, ou de façon souvent très marginale, dans la plupart des doctrines ésotériques. C'est pourquoi je voudrais ici partir de mon terrain d'étude, puisque c'est celui que je connais le mieux, à savoir la pensée de René Guénon et ses différentes aires de réception, pour tenter de montrer qu'il est possible de repenser le politique à partir de deux points d'accès à dimension ésotérique. D'abord, la référence à une société idéale, comme reflet de l'ordonnancement universel. Ensuite, la recherche de réalisation de soi, comme reflet de l'homme universel, comme image du sage accompli. Cependant, au-delà même du système guénonien, je vais tenter d'élargir. J'essaierai de montrer comment ces deux approches renouent avec la question centrale posée par les Grecs, et aujourd'hui en partie oubliée, celle des fins dernières de la cité. Le terme « fin » renvoie davantage ici, d'ailleurs, à l'idée d'une fonction à remplir, plutôt qu'à celle d'un objectif à poursuivre. Dans le sens où, comme on l'a dit précédemment, l'espace politique est un espace intermédiaire, dans lequel se joue la destinée sociale. D'où le titre de ma communication, l'ésotérisme, une politique des fins. Alors j'ai ajouté un point d'interrogation, parce que les fins dont il est question ici sont continuellement ouvertes en fonction des époques historiques et des situations politiques, naturellement. Et pour une seconde raison, qui correspond peut-être à ce que l'on pourrait analyser comme une tentation ésotérique du politique, c'est-à-dire la volonté d'accéder au pouvoir afin d'élaborer un programme définitif, soit une politique pour la fin, cette fois-ci, sous-entendu une politique pour la fin de l'homme et pour la fin du monde, ce qui sera l'objet de ma troisième partie. Alors, la première partie va revenir justement sur le façonnement de cette cité idéale et s'intitule « Une politique des fins collectives, le cadre métapolitique ». Donc je voudrais d'emblée rappeler ce que j'entends par le terme métapolitique, qui a été, il est vrai, très peu utilisé en langue française et qui a fait l'objet de surcroît d'interprétations contradictoires. On peut l'approcher, à mon avis, à travers deux sens différents qui ne s'excluent pas l'un de l'autre, qui sont en partie complémentaires, même s'ils ne se situent pas sur le même degré. Alors, le premier sens renvoie au terme métapolitique comme non substantif, la métapolitique, et apparaît au XIXe siècle en référence, a priori, au vocabulaire technique de l'idéalisme allemand. C'est Joseph de Maistre qui le récupère pour signaler l'existence d'une métaphysique du politique et qui va même jusqu'à préciser qu'il serait peut-être possible d'en faire une science. Comment, dès lors, comprendre cette science métapolitique, sachant que Joseph de Maistre, lui-même, n'en développe absolument pas le contenu. On pourra dire par la suite qu'il est porteur d'une métapolitique, mais qu'il ne réfléchit pas le terme métapolitique comme science. Elle consisterait, éventuellement, cette métapolitique, à penser les liens que l'homme tisse avec l'esprit, et plus largement, penser les rapports qu'une société spécifique entretient avec la sphère transcendante, sachant que ces rapports vont structurer en profondeur l'organisation sociale.